Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, fin de poursuite pour Bougane Gueye Dany, Cheikh Yérim Seck et Kader Dia. Leur placement en garde à vue a soulevé une vague d'indignation. Amnesty Section Sénégal et le mouvement Y en a marre dénoncent les abus flagrants du nouveau régime. À la une également de l'actualité, la rentrée des classes. Les enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale fait aussi sa rentrée. Moustapha Guirassy est notre invité ce soir. Inondation à Matam, l'inaccessibilité de certaines zones rend difficile le recensement des sinistrés. Plus de 200 familles sont touchées par le phénomène. Les autorités s'activent. Toujours dans le nord, les intempéries ont causé beaucoup de dommages aux populations de Débitiguette dans la commune de Djama. Habitations et établissements scolaires envahis par les eaux de pluie. Reportage édifiant à suivre. Affaire classée sans suite, fin de démêlés judiciaires pour Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany et Kader Dia. Tous les trois étaient placés en garde à vue pour des délits de diffusion de fausses nouvelles. Le point avec Ibrahim Bakan. L'étau s'est desserré sur Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye Dany et Kader Dia, tous les trois déférés au parquet ce jeudi. Faisant face au procureur pour injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles après sa garde à vue à la division spéciale de la cybercriminalité, le leader de Gëm Sa Bopp a finalement été libéré et aucune charge n'est retenue contre lui. Son dossier classé sans suite selon un de ses avocats. Cheikh Yérim Seck, quant à lui, avait bénéficié mercredi d'un retour de parquet, mais ce jeudi, le journaliste a lui aussi humé l'air de la liberté. Rappelons que Cheikh Yérim Seck a fait face au procureur pour diffusion de fausses nouvelles après son audition par la division spéciale de la cybercriminalité. Il lui était reproché d'avoir contesté les chiffres du Premier ministre sur les comptes publics, notamment le déficit public et le ratio de la dette. Autre personne qui avait maille à partir avec la justice, le chroniqueur à la Sen TV, Kader Dia, a lui aussi recouvré la liberté. Il avait été convoqué par la division spéciale de la cybercriminalité, convocation qui faisait suite aux propos que l'homme avait tenus lors d'une émission sur l'affaire des 30 migrants retrouvés morts dans une pirogue au large de Dakar. Le mouvement citoyen Y en a marre dénonce les abus flagrants du régime de Bassirou Diomaye Faye. Section Amnesty Sénégal également annonce que ces délits de diffusion de fausses nouvelles, ces délits d'opinion ne nécessitent pas des peines de prison. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Amnesty International Section Sénégal se dit très préoccupé par les séries d'interpellations. Des infractions qui, d'après Seydi Gassama, font l'objet de dépénalisation dans plusieurs démocraties. Ces infractions, il faut le dire, dans toutes les démocraties, dans tous les États démocratiques aujourd'hui, on va vers la dépénalisation de ces infractions. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui est souvent notre référence sur le plan de nos constitutions, sur le plan de nos lois, le délit de défense au chef de l'État a été supprimé. Le code pénal, il n'existe plus. Il ne s'agit pas, selon le directeur exécutif d'Amnesty, de demander une impunité pour les auteurs de ces infractions, mais d'aller vers la suppression des peines d'emprisonnement. Surtout que, rappelle-t-il, les nouveaux tenants du pouvoir ont été des victimes de l'ancien régime pour avoir dénoncé ces faits. Nous disons que pour tous les délits liés à la liberté d'expression, comme la diffamation, comme l'outrage, l'offense au chef de l'État, pour toutes ces infractions-là, il faut qu'on supprime les peines d'emprisonnement. Et vraiment, encore une fois, appeler tout le monde à la sérénité. Nous sommes dans une période préélectorale. Il faut que nous puissions aller dans des élections en toute sérénité. Il faut aller vers la mise en œuvre des différentes recommandations des assises de la justice, pense-t-il. De très bonnes recommandations qui vont faire avancer justement les droits et les libertés dans ce pays. Les assises ont recommandé de supprimer le délit d'offense au chef de l'État. Et là, c'était une très bonne chose. Mais les recommandations ne sont pas encore mises en œuvre. On aurait pu les mettre en œuvre parce que je ne voyais pas, moi, l'ancienne majorité
n'est-ce pas, s'opposer à la suppression du délit d'offense au chef de l'État. Ou l'ancienne majorité s'opposait, n'est-ce pas, à ce que les peines de prison soient supprimées pour les délits de diffamation, d'outrage, etc. Mais on a choisi comme priorité la dissolution d'institutions, donc des lois très politiques et politiciennes, et cela a conduit justement à le rejet par l'ancienne majorité. Dans son face-à-face avec la presse, sur la situation du pays, le PM Ousmane Sonko mettait déjà en garde contre ce qu'il qualifie de manipulation et de diffusion de fausses nouvelles concernant les chiffres avancés par son gouvernement. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Dans l'actualité également, la rentrée scolaire. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école lundi prochain. Les enseignants ont repris le chemin, ce matin. Ont repris le chemin de l'école. Illustration au CM Tijani de Pikine. Reportage Habib Faye. Une journée de rentrée scolaire est toujours symbolique pour le corps professoral. Au CM Tijani de Pikine, c'est le début du marathon qui demande beaucoup d'endurance. Aujourd'hui, dans cet établissement, seuls les professeurs d'espagnol ont manqué à l'appel. Ce sont les professeurs d'espagnol qui sont absents. Ils avaient hâte de fouler le sol du collège d'enseignement moyen. J'avais même la nostalgie. Ces 2 mois passés, j'avais l'impression que j'ai passé 2 années. Parce qu'à Tidjani, nous formons une famille. Nous ne sommes pas des collègues, mais nous sommes des frères et sœurs. Et l'ambiance me manquait énormément. Et j'ai hâte de retrouver mes élèves. Parce que nos élèves, ce sont notre fierté. Et puisque nous faisons ce métier par vocation, nous ne sentons pas la peine, voilà, nous ne sentons pas la durée, on ne sent même pas le temps passer. Top départ, tout à fait. Donc c'est le départ et là on est là au premier jour de la rentrée et nous serons là pour 9 mois et véritablement mener les choses à bien. Chaque professeur connaît déjà son programme. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les emplois du temps sont disponibles. Il y a des choses à mettre en place. Donc, il y a des emplois du temps qui sont disponibles. Les salles aussi sont bien nettoyées. Donc, nous sommes là pour attendre les élèves le 7. Une année scolaire sans perturbation majeure, leur souhait. C'est tout notre souhait, avoir une année scolaire paisible, normale et bien stable pour que véritablement les enseignants puissent se tenir correctement et que les élèves puissent recevoir ce qu'ils doivent recevoir pour leur bien et pour le bien de la communauté. La grande rentrée scolaire est prévue sur l'étendue du territoire ce lundi. En attendant, les enseignants du CM Chérif Mohamedoul Habib Tijani organisent une assemblée générale pour l'organisation des cours. Et la rentrée scolaire sera peut-être perturbée dans le nord du Sénégal à cause d'une forte pluviométrie. Les intempéries ont causé beaucoup de dommages aux populations de Dibi Teguet dans la commune de Djama. Habitations et établissements scolaires envahis complètement par les eaux. Vous allez le voir dans ce reportage d'Océanu Diop et Habib Sek. Les eaux de pluie ont envahi le village de Débitiguet depuis quelques jours. Des maisons entières et des infrastructures scolaires et sanitaires sont submergées sans l'assistance des autorités locales. Également, il y a des pères de famille qui sont sortis de leur maison. En tout cas, la situation est très difficile pour le moment. Pour reconnaître, c'est en tout cas d'essayer de faire une digue de protection, en tout cas qui va séparer entre le parc et les différents villages. À quelques jours de l'ouverture des classes, l'inquiétude est générale chez les parents d'élèves. Alima Diaw porte la parole des femmes de Débitiguet. Nos enfants doivent aller à l'école lundi prochain, mais nous vivons une situation très difficile. Aujourd'hui, l'école est sans clôture, les eaux sont partout, les enfants ne peuvent pas traverser pour aller dans les salles de classe. Plusieurs dizaines de familles vivent dans les eaux. Les habitants du village de Débitiguet lancent un appel à l'endroit des autorités. C'est pourquoi, en tout cas, on lance solennellement en tout cas, un message aux différentes autorités en tout cas, de l'État, à travers son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, également le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture. Débitiguet est aujourd'hui confronté à une situation très difficile. Les populations réclament le soutien de l'État sénégalais.
À Matam, plus de 200 familles sinistrées. Le recensement est très difficile à cause de l'inaccessibilité de certaines zones, parmi lesquelles les plus touchées par le phénomène des inondations. Voyons tout cela avec Ali Bandenyang. Après le passage du ministre de l'Hydraulique, les recensements des sinistrés se poursuivent. Dans les 2 zones du Dandemayo, on dénombre déjà un peu plus de 200 familles. Des populations aux habitations effondrées et d'autres tout simplement sous les eaux des crues. À l'heure actuelle, toutes les localités du Dandemayo sont concernées. Seulement, sur la base des listes disponibles, le département de Matam est le plus sinistré. Les eaux des crues qui ont chassé les habitants se dirigent aujourd'hui vers les exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y a plus de 450 hectares de périmètres rizicoles emportés par les eaux. Seulement, au vu de la situation, la tâche s'avère très compliquée pour les agents des services techniques de l'État mobilisés par le gouverneur en charge du recensement de ces sinistrés. Les routes et pistes étant impraticables, ne facilitent pas l'accès de nombreuses localités de cette zone du Dandemayo. Et malgré l'appel du ministre de l'Hydraulique face à la presse à Lobali dans le département de Kanel, les secours annoncés ne sont toujours pas en place. Seulement, aux dernières nouvelles, on annonce la visite des ministres de la Solidarité nationale et celui de la Santé dans les heures qui viennent à Matam. À Touba, les premiers recensements suite aux inondations révèlent ces premiers résultats. Plus de 11 000 ménages impactés. Le sous-préfet de Ndam a procédé à la restitution des travaux. Le point avec Pape Balagaï. Les chiffres font froid dans le dos. Près de 15 jours après les fortes pluies tombées dans la ville-centre de Touba, plus de 11 000 ménages ont été impactés, révèle le sous-préfet de Ndam après les premiers recensements des sinistrés. Abdoulaye Kharma, sous-préfet de Ndam. Au bout du compte, nous avons dénombré 11 139 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés, mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à le comité qui a été mis en place par le gouvernement. Les dégâts sont divers et variés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux. Il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont. Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc., etc. Les aides et secours prépositionnés déjà au niveau du comité Djunnatul Liman Nazamaou, Serigne Youssou Diop, coordonnateur de Hizbut Tarqiyyah et membre du comité, précise qu'il ne s'agit nullement d'une indemnité aux sinistrés. Ces aides seront de diverses formes. Ce qui est générique, ce qui sera commun à tout le monde, c'est un appui vivrier et un appui financier qui va aider les familles impactées à se tirer un peu d'affaires. Ce n'est pas un dédommagement. Ce n'est pas donc des fonds qui ont été mobilisés dans une approche de dédommager des familles qui ont été impactées. Non, non, non. C'est un appui. C'est un fonds de solidarité qui a été baptisé par le vénéré Khalif pour appuyer les habitants de Touba. Plus de 700 millions de francs CFA et des dons en nature reçus suite à l'appel à l'élan de solidarité du Khalif général des Mourides. La distribution va démarrer incessamment et dans les règles de l'art, annonce l'un des responsables du comité de gestion des sinistrés des inondations de Touba, Djunnatul Liman Nazamaou. Merci Pape Balla. Le Sénégal, bientôt 13e pays au monde à recevoir une accréditation de l'Organisation mondiale de la santé pour avoir déployé des moyens de secours dans des pays touchés par des catastrophes ou pandémies. Le premier pays africain à recevoir cette reconnaissance, l'annonce est du nouveau directeur de la DIRPA. Il était dans les locaux de la TFM, une visite au directeur général du groupe pour décliner sa feuille de route et rappeler sa disposition à collaborer avec le groupe Futur Média. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Dans les locaux de la télévision Futur Média, le nouveau patron de la DIRPA a été accueilli par le directeur général du groupe Futur Média. Un tête-à-tête avec l'hôte du jour pour parler des nouvelles ambitions que s'est fixée la DIRPA. Vous savez, en général, les Sénégalais, le public, ils sont beaucoup attentifs lorsqu'on est en période de 4 avril, ou bien lorsqu'on est en période de journée des forces armées, qui sont des événements phares. Mais il y a beaucoup d'autres activités, des activités opérationnelles, des activités civilo-militaires,
des activités de relations publiques que les armées font au quotidien. Mieux faire connaître les activités de l'armée au grand public, des groupes de presse à l'instar du groupe Futur Média, incontournables dans cette nouvelle dynamique. Notre mission au niveau de la DIRPA, c'est de rendre visible ce que les armées sénégalaises font pour leur population, ici au Sénégal, mais également partout dans le monde. Et pour pouvoir vraiment réussir cette mission de visibilité, nous avons besoin de travailler avec des organes comme le groupe GFM, qui est un grand groupe qui a beaucoup de plateformes sur lesquelles les armées et la DIRPA peuvent compter. Des missions d'ordre sanitaire, social, autant de programmes qui nécessitent une visibilité auprès des populations. Et dans ce cadre, l'armée sénégalaise va bientôt recevoir une accréditation de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont capables de déployer des hôpitaux mobiles pour intervenir dans ce type de situation-là, partout dans le monde. Parmi ces pays, il n'y a aucun pays africain. Il y a seulement 12 pays dans le monde. Et très bientôt, le Sénégal va être le 13e pays, donc le premier pays africain à disposer de cette capacité. Cette visite au groupe Futur Média rentre dans ce cadre un partenariat pour davantage familiariser l'armée avec le public. Dans le reste de l'actualité, l'association des commerçants et industriels du Sénégal alerte les autorités sur ces difficultés dans l'obtention de visas. Axif a fait face à la presse aujourd'hui. Fatou Bintou Conté, reportage. Ils sont victimes de refus de visa au niveau des ambassades. Eux, ce sont les commerçants sénégalais qui trouvent qu'actuellement obtenir un visa demeure un véritable parcours du combattant en sus des frais qui désormais ne sont plus remboursés sans aucune explication. Il nous arrive de vouloir participer à des salons internationaux, à des foires, à des rendez-vous d'affaires, mais on nous refuse le visa. Et cela a des conséquences néfastes pour l'économie sénégalaise. Ces commerçants, membres de l'AXIS, l'association des commerçants industriels du Sénégal, fustigent la concurrence déloyale dont ils font l'objet de la part de certains de leurs collègues indiens ou chinois, sans aucune protection de l'État. Tous les pays protègent ses autochtones. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Voyez un étranger qui vient ici, qui ne respecte aucune loi du pays, qui fait du n'importe quoi. Ils peuvent aller même jusqu'à faire du dumping, ce qui est interdit par l'OMC. Et ceci est causé par cette concurrence étrangère déloyale, qui est incarnée dans la plus grande partie par les Indiens et les Chinois, on va les citer nommément. La surfacturation au niveau du port autonome de Dakar porte préjudice à ces commerçants qui subissent des tracasseries administratives et logistiques à n'en plus finir. Les problèmes sont nombreux, mais on peut en citer la surfacturation, le non-respect des tarifs homologués par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il y a ce qu'on appelle une facturation indue. Des sommes d'argent comprennent des commerçants qui n'ont ni base légale ni base légitime. Mais le malheureux dans tout cela, c'est que ceci est au vu aussi de toutes les autorités de ce pays. Personne ne fait rien. Alerte est lancée au gouvernement pour remédier à cette situation qui commence à porter préjudice à l'économie sénégalaise. Zoom sur la région de Tambacounda, perçue comme une terre de bagnards par les politiques. Pourtant, cette ville du Sénégal oriental a plusieurs atouts à faire valoir. Awa Signaté. L'image avait fait grand bruit. La photo d'une vieille gare perdue dans une ville en désuétude. Elle avait été postée par le jeune avocat franco-espagnol Juan Branco pour narguer des juges mutés à Tamba. Prétexte pour faire un zoom sur ce Tambacounda, jadis présenté comme une terre de sanctions, qui a pourtant bien changé. Vers les années 74-75, Tamba, c'était la 5e région du Sénégal. C'était le dernier même. Donc, depuis ce temps-là, on se permettait de dire que Tamba, c'est la punition avec les événements de Diamomodou et tout ça. Mais actuellement, je pense bien que moi, Tamba, actuellement, la 5e région qu'elle était du temps, elle se positionne en 5e région par rapport aux 14 régions du Sénégal. Parce que j'ai parcouru toutes ces régions-là. Et je sais que ce qui est dans ma ville, dans ma commune, n'est pas dans d'autres communes.
en termes d'infrastructure. Tamba a 28 km de route à la ville. Et tous ces 28 km sont éclairés. Le nouveau maire veut transfigurer le visage de sa ville. Mais pour la concrétisation de ces projets en chantier, il lance un appel aux nouvelles autorités. Le seul point qu'il nous reste, c'est que le chemin de fer et l'hôpital de niveau 3 et l'université du Sénégal oriental. D'ailleurs, pour Papa Banadjei, il est trop tôt de tirer le bilan de ces 6 mois de gouvernance de ce régime. Pour moi, c'est très tôt. Étant un acteur de développement, c'est très tôt d'apprécier le gouvernement. Mais je pense bien qu'ils sont en train de poser des actes. Maintenant, laissons le temps. Ça va nous déterminer. Mais en tout cas, pour moi, c'est très tôt. Mais je sais que par rapport aux communes, ils ont pris des engagements. On les attend. Donc, on les attend. Pour qu'ils puissent améliorer les conditions des communes. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas fonctionner une commune et recevoir nos fonds de dotation au mois de juillet, fin juillet. Ça, c'est autre chose. Dans cette ville du Sénégal oriental, réputée pour ses fortes températures et sa chaleur humaine, beaucoup de projets d'envergure sont attendus. L'Université du Sénégal oriental devra y voir le jour, de même que le port sec. Et l'édile de la ville rassure. Tambacounda fait partie des 5 régions les plus avancées du pays en matière d'infrastructure et d'éclairage. Merci Awa. Une note de culture dans cette édition avec le designer sénégalais Mike Sylla, honoré à Los Angeles. Encore une distinction pour le fondateur de Baifal Dreams, roi du patchwork chic et glam. Mike Sylla a littéralement mis Los Angeles à ses pieds pour son prix de l'Aiguille d'Or 2024 de la Fashion Designer International. Le récit de Abdoulaye Cissé. Qu'est-ce qui peut donc bien faire courir le designer sénégalais Mike Sylla, au moins 30 ans au sommet de son art, au confluent de l'art visuel de rue et le stylisme, un style osé. Dans les temps modernes, on appellerait ça le patchwork. Lui préfère l'originalité, Baifal Dream, pour vous faire vous sentir bien par l'art porté qui vous porte. Ce 28 septembre à Los Angeles, Mike Sylla a mis LA à ses pieds, que dis-je. Il a défilé au pied des buildings dans une atmosphère de street art en mouvement. You can do anything, like you're riding on a shooting star that won't run out of steam. There's no time for sleep. Le style Mike Sylla qui est aussi distingué, prix de l'Aiguille d'Or 2024. C'est un savant alliage du cuir et du temps. Le Golden Needle Award est juste une distinction de plus pour Mike Sylla qui les enchaîne. Mais quand on a déjà défilé au musée du Quai Branly devant une quarantaine de chefs d'État du monde pour célébrer le 10e anniversaire de la diversité culturelle par la communauté internationale, il n'y a plus rien pour impressionner Mike Sylla. Porter son manteau Ndiakhas Baifal n'est pas l'apanage de n'importe quel mannequin. En 2013 déjà, Mike Sylla, qui fait toute sa carrière à Paris, était le premier Africain à inscrire son nom au Designer's Choice Awards à l'International Fashion Week de Miami. Le grand enfant de la Médina a réussi à faire du Ndiakhas une tenue habillée, chic et glamour. Costumier de film, il n'est pas rare de croiser du Mike en robe, en jupe, en manteau dans les mondanités parisiennes. Respect l'artiste. Respect Abdoulaye. La mutuelle sociale Transvie a officiellement lancé hier un fonds commun de placement innovant. Ce projet ambitieux permettra aux salariés de constituer un complément de revenus, les aidant ainsi à aborder leur retraite en toute sérénité. Biramdour. À l'abri du stress financier est désormais une réalité accessible grâce au fonds commun de placement lancé hier par Transvie,
Un produit conçu sur mesure pour permettre aux salariés de préparer leur avenir en toute sérénité, tout en bénéficiant d'une gestion réfléchie et sécurisée de leur épargne. Transvie est connu plus particulièrement dans l'assurance maladie à travers le Sénégal et sur le continent africain. Après une quinzaine d'années, nous avons ambitionné toujours d'être un véritable régime de protection sociale. C'est de là où nous est venue l'idée de penser à la mise en place d'un fonds commun de placement qui va apporter un début de réponse à la problématique de la retraite des populations sénégalaises d'abord et de surcroît africaines. Pour garantir une gestion efficace et durable de ce fonds, Transvie a choisi de collaborer avec CGF Gestion qui apporte son expertise pour optimiser la rentabilité des actifs au bénéfice des souscripteurs. Déjà, il faut comprendre que c'est un produit d'épargne, donc épargne classique, épargne évolutive. C'est un produit qui est souple. Pourquoi souplesse? Parce que c'est un produit qui permet à toute personne qui désire épargner de venir souscrire au FCP Transvie. C'est un produit qui est accessible parce que toute personne peut venir souscrire, que ce soit des personnes physiques, des particuliers, que ce soit des institutions, des entreprises, des personnes libérales, des gens du secteur informel. Donc c'est un produit qui est accessible à tout le monde. Parallèlement, CGF Bourse assure la sécurité et la transparence des transactions, renforçant ainsi la confiance des participants dans ce projet ambitieux. Transvie a mis en place ce fonds commun de placement pour utiliser cette épargne, l'investir, faire gagner de l'argent en termes de performance à ses clients, tout en maintenant un système transparent de sécurité. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir retrouver son argent en sécurité dans 20, dans 30, dans 40 ans. Et donc, c'est la rencontre de gros acteurs majeurs qui ont structuré. Et l'objectif, sécurité, transparence, rendement et aussi protection de nos populations pour leur bien-être en parlant de retraite et d'épargne. CGF Bourse est l'équivalent, ce qu'une banque est pour l'argent, c'est ce que nous sommes pour des titres, des actions et des obligations. Donc cet argent sera gardé au niveau de CGF Bourse. Les titres qui seront achetés seront déposés auprès de CGF Bourse. Et CGF Bourse, en fait, est le guichet qui va gérer les futurs retraités, les futurs épargnants dans le cadre de l'exécution de leur paiement ou dans le cadre de leur souscription. Cette collaboration entre Transvie et ses partenaires fait du fonds commun de placement une solution fiable et prometteuse pour les souscripteurs, leur offrant une meilleure préparation pour une retraite sereine. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Guirassy. A tout de suite.